Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors l'actualité sur la semaine a été dominée principalement par le chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois d'août, qui n'a pas laissé de surprendre. Si au global, l'inflation totale, je dirais, a fait le travail en diminuant mois sur mois, en passant de 8,5 à 8,3, bien, ce qui a inquiété, c'est la composante cœur, celle défalquée des prix de l'alimentation et de l'énergie, où là, on a une accélération sur le mois de plus 0,6%, juste sur le mois, donc traduisant l'activité instantanée sur le mois d'août, contre 0,3 attendu et provoquant une réaccélération de ce cœur qui repasse de 5,9 à plus 6,3. On voit donc que l'inflation aux États-Unis, si elle décroît lentement au global, reste donc quand même assez élevée. Je dirais, validant le message de la Fed, c'est qu'il va falloir remonter encore les taux et les maintenir en territoire restrictif suffisamment longtemps pour que cette inflation reflue progressivement dans un territoire acceptable par la Banque centrale. Les taux d'intérêt ne s'y sont pas trompés puisque globalement, toute la partie courte de la courbe a rajouté une hausse de taux supplémentaire de la part de la Fed, réagissant assez logiquement à ce chiffre. Aujourd'hui, on attend un taux de la Réserve fédérale de fin d'année du côté de 4%, avec un point haut attendu toujours au même endroit du calendrier à la fin du premier trimestre 2023 du côté de 4,50, avant de progressivement refluer en toute fin d'année 2023 du côté de 4. C'est donc peu dire que le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale de demain soir va être scruté. On a eu jusqu'à un tiers des investisseurs qui ont anticipé 100 points de base de relèvement des taux d'intérêt. Avant que ça revienne un petit peu, nous sommes plutôt sur 75 BP dans la mesure où la Fed augmente significativement ses taux et va plutôt garder un chemin sans accélération qui pourrait peut-être témoigner d'une forme de panique sur le sujet qui serait peut-être contre-productive. Néanmoins, un taux directeur du côté de 4 en fin d'année apparaît tout à fait crédible avant, si vous me pardonnez l'expression, de voir venir à partir de mars 2023. Surtout que c'est la composante de l'inflation qui accélère dans le sous-jacent est due principalement aux services et aux loyers. Or, concernant les loyers, on sait que l'immobilier américain est en train de ralentir. On a un taux hypothécaire américain qui est passé en l'espace de 6 mois de un peu moins de 3% à plus de 7%, mais la transmission de ce taux au prix des immeubles et ensuite au prix des loyers, met 12 à 18 mois. Et donc, on sait que la Réserve fédérale sait qu'elle va avoir ses effets un peu plus tard dans l'année. Elle en est évidemment bien consciente. Mais la Réserve fédérale est d'autant plus, je dirais, à l'aise pour pouvoir remonter ses taux d'intérêt qu'on a vu les chiffres américains, en particulier la consommation des ménages, rester très dynamique, même si elle est en ralentissement durant l'été. Le scénario évoqué par Jérôme Powell d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, même s'il est plus challengé, je dirais, reste quand même encore assez crédible à l'horizon mi-2023. Il en est un peu différent en zone euro, où on commence à avoir des signes de ralentissement. On a vu l'Allemagne s'exprimer sur le sujet, où on attend un tassement sur le troisième trimestre et un ralentissement net au T4 2022 et T1 2023, avec des révisions à la baisse très significatives sur la croissance. Parce que le consensus aujourd'hui attend 0,3 de croissance sur 2023. L'ampleur du choc va venir de plusieurs phénomènes, le resserrement de la Banque centrale, l'inflation et les éventuelles coupures d'énergie. À ce titre-là, je dirais le climat de l'hiver va nous apporter sûrement pas mal de volatilité de ce point de vue. Ceci dit, l'ensemble des banquiers centraux, qu'ils soient plutôt colombes ou plutôt faucons, comme on aime à les classifier dans les boards des banques centrales, s'est tous globalement exprimé pour une poursuite de l'accélération du resserrement des taux courts. Nous sommes aujourd'hui à 0,75. On devrait sans doute avoir un mouvement de cet ordre de grandeur lors du prochain Conseil d'octobre et sans doute atteindre un taux neutre autour du taux neutre du côté de 2 en fin d'année, avec un point haut attendu aujourd'hui dans les courbes du côté de 2,25, 2,50, pareil à la fin du premier trimestre. Pourquoi ce premier trimestre? C'est que là, on commencera vraiment à voir les effets forts du ralentissement. En zone euro, la récession pourrait être que technique, c'est-à-dire juste 2 trimestres négatifs et ensuite un rebond sur la deuxième partie de 2023. Le risque, c'est d'un atterrissage plus fort qu'attendu, d'une récession profonde qui se prolonge sur toute l'année, compte tenu des impacts énergétiques qui sont, on le voit tous les jours dans la presse aujourd'hui, un peu plus délicats à mesurer. La réaction des actifs risqués, en particulier des actions, aux chiffres d'inflation américains, a été très significative, puisqu'on a observé, après un rebond sur les dernières semaines depuis
je dirais la fin du mois d'août, une baisse assez significative jusqu'à 3004 sur l'Eurostoxx, ça fait à peu près moins 6,5 sur les US et moins 4,5, moins 5 sur la zone euro, avant de se reprendre légèrement ce matin. En termes de niveau, on reste toujours dans la dialectique qu'on évoque depuis quelques semaines maintenant, c'est celle d'un canal. On se rapproche des zones où tactiquement des niveaux d'intervention étaient envisageables. On l'avait évoqué avant l'été, avant d'évoquer la prise de profit début août. On revient vers les 3004, 3003 sur l'Eurostoxx. Donc encore un peu de baisse par rapport au niveau actuel avant éventuellement un repositionnement tactique. Aujourd'hui, dans notre scénario central, nous n'avons pas de récession d'ampleur qui dure sur l'ensemble de l'année 2023. Nous restons dans cette configuration. Il faudra bien surveiller attentivement les résultats des entreprises à la fin du troisième trimestre et surtout le discours des entrepreneurs. On l'avait déjà évoqué, on a cette opposition entre d'un côté une micro, des carnets de commandes, une capacité à répercuter les prix et des bénéfices attendus qui restent quand même assez intéressant sur ces niveaux de valorisation. Je rappelle qu'on paye 11 fois les multiples en zone euro. Et de l'autre côté, tout ce que je viens d'évoquer, qui est quand même pas très réjouissant sur les prévisions de bénéfices et les perspectives bénéficiaires. Donc vraiment attendre les résultats à la fin du Q3. Côté crédit, on a eu un peu d'écartement dans le sillage des marchés actions, retraçant une partie du resserrement observé depuis le début de l'été et restant toujours sur des niveaux qui, nous le considérons, globalement, pardonnez-moi le côté direct du sujet, mais on est payé pour attendre. Dernier point qui va nous animer dans la semaine qui vient, outre la Réserve fédérale mercredi soir, les élections en Italie. Aujourd'hui, la coalition de droite est donnée largement gagnante. Il faudra voir la répartition entre la droite classique et la droite extrême, et les deux droites extrêmes. Aujourd'hui, c'est Madame Meloni qui devrait sans doute avoir je dirais le leadership sur cette coalition et le bonus en siège. Sa campagne a été très mesurée vis-à-vis de l'Europe, évitant tous les points d'achoppement. On peut donc imaginer qu'elle est bien consciente du fait que l'Italie va avoir besoin des aides européennes qui ont été prévues en soutien à différents pays. De l'autre côté, du point de vue européen, à l'heure où l'unité est très importante face à la Russie dans le conflit ukrainien, on n'a pas forcément non plus envie de voir des fissures dans la coalition européenne, donc une sorte de paix armée entre l'Union européenne et l'Italie. Ceci dit, on connaît la politique italienne, il faudra scruter ça de près, ce sera sûrement source de volatilité, mais les intérêts sont communs à moyen terme. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.